Tac. Bonjour tout le monde, je vous présente Baptiste Amil qui est mon coach préparateur physique de SPC à Toulouse, avec qui j'ai préparé toute la saison l'année dernière sur le challenge et le défi que j'ai eu. On va vous répondre à une quinzaine, vingtaine de questions qu'on a eues par Internet et des proches, des amis personnels. Bonjour Baptiste, comment tu vas? Bonjour, écoute, ça va très bien. Confiné. Ouais, comme tout ça. Bon, ben, j'ai eu des questions à te poser. On va essayer d'alterner chacun son tour. OK? La première, c'était, je refais vite fait une présentation du projet pour ceux qui ne l'ont pas trop vu sur d'autres podcasts que j'ai fait. C'est la première question, c'est présentation du projet et pourquoi ce choix? Alors, je me présente vite fait. Je suis Thomas Loubersan, pratiquant de jiu-jitsu brésilien Nogi dans la fédération IBJJF, mais j'ai les racines de Luta Livre. Et la dernière année, on a fait un gros défi qui était de faire un maximum de tournois pour faire un ranking et chercher la place numéro 1 mondiale, toute catégorie qui a été réussie. Donc, pourquoi ce projet? Toute ma carrière, j'ai fait que des coups durs, on va dire, des gros tournois. Chaque fois, l'étape suivante, des tournois de plus en plus intéressants, on va dire. J'ai fait du France, de l'Europe, et après, j'ai cherché les tournois aux États-Unis. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu chercher vraiment quelque chose sur lequel je pouvais établir un vrai travail et non qui tout double sur un coup. Donc, c'était aussi suivi après la DCC, lequel je m'étais blessé en retour de Thaïlande à Paris. Dans la qualification de la DCC, je me suis blessé juste avant. Donc, j'ai voulu rebondir sur ça. Et vu mon âge, j'ai voulu aussi montrer mon niveau par le travail, en fait. Parce que parfois, un coup dur ne veut pas... ça passe ou ça casse. C'est dur de savoir et de montrer et que tout le monde voit le vrai niveau. Alors que si on décidait de faire un nombre de combats pour aller chercher des points au classement, à la fin de la saison, on connaît vraiment si la personne a un vrai niveau par le nombre de victoires, de défaites et par le nombre de points. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce ranking IBJJF l'année dernière. Première question pour toi, Baptiste. Voilà, impression du coach lorsque Thomas, tu lui présentes le projet et son objectif. Quelle a été ton impression au départ? Alors, mon impression, c'était un projet un peu fou de sa part d'aller chercher un titre sur une compétition telle que celle-ci avec des engagements quasiment toutes les semaines. Ensuite, connaissant Thomas et la façon dont il m'a décrit le projet avec passion, engouement et le projet d'une vie, j'y ai tout de suite adhéré et je l'ai remercié donc, de me faire également confiance pour l'accompagner à réaliser son rêve. Ok. Au niveau du volume, au niveau de plus technique, au niveau préparateur, qu'est-ce que tu en as pensé du fait de ces échéances en fait très rapprochées sur un temps, on va dire court, sur 7 mois d'établir entre 20 et 25 tournois? Ce que j'en ai pensé, c'est qu'il allait avoir un gros travail de préparation athlétique autour de tout ça, parce que je me souviens donc, quand tu es arrivé, le physique que tu avais, tes antécédents médicaux, et donc je me suis dit, on peut y arriver, mais il va falloir qu'il accepte, et donc que tu acceptes d'être cadré, d'écouter réellement les conseils prodigués en termes athlétiques, de changement de morphologie et surtout de quantification de la charge. Parce que je te connaissais, je savais que le plus dur allait être ça, c'est-à-dire de te cadrer et d'éviter que tu partes dans tous les sens sur les sparring, sur les parties athlétiques. Voilà. Ok. La question suivante a été, là, elle va être un peu pour nous deux. Ouais. C'est qu'avez-vous mis en place concrètement en fait? Qu'avez-vous mis en place pour démarrer ce projet? Je vais y répondre. Donc, la première chose que l'on a mis en place, c'est une planification. Thomas est arrivé avec un projet précis, avec la date de chacune des échéances jusqu'au bout pour arriver premier. Il connaissait le nombre de points qu'il fallait. Donc, ça m'a tout de suite plu par rapport à la discipline dans laquelle j'exerce, donc le football et à côté donc avec les sports de combat qui sont ma passion. Et donc à partir de là, on a travaillé sur une planification donc sous forme de cycle. Et ensuite, à l'intérieur de chaque cycle,
on a mis ce qu'il fallait travailler et les différentes phases pour atteindre l'objectif. Tu peux peut-être, pour les gens qui vont écouter, préciser un peu plus peut-être la planification par semaine, comment tu gérais en fait, moi je le sais parce que j'ai lu, mais plus pour que tu décrives aux gens comment tu gérais une semaine entre la compétition, le retour de la compétition, ce que tu me faisais faire dans la semaine et repartir. Ouais, donc, alors, de manière très simple, sans rentrer dans des détails techniques, on a eu une grosse première phase de travail qui était de préparer le corps de Thomas pour l'objectif. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé, je me souviens bien très bien, il revenait de Thaïlande. Il avait plus un corps de bodybuilder qu'un corps, entre guillemets, d'athlète spécifique grappling. Donc à partir de là, on a identifié par différents tests athlétiques quelles étaient ses qualités fortes, ses qualités faibles, s'il y avait des déséquilibres. Et donc on a construit un corps athlétique, c'est-à-dire qu'on a réduit en volume musculaire, on a travaillé en puissance, premier gros cycle, donc pour avoir un Thomas athlétique et prêt à l'objectif. Et ensuite, étant donné qu'il avait des combats toutes les semaines, on a mis en place un hebdomadaire type du lundi jusqu'au samedi, donc jusqu'à la compétition, et pour après-compétition. Et l'objectif, c'était de garder ce pic de forme semaine après semaine. Et après, on savait que dans certains cas, entre une compétition et une autre, une fenêtre s'ouvrait parfois de 3 à 4 semaines. Et là, sur cette semaine-là, on profitait pour faire soit un rappel d'une qualité athlétique ou de mettre en place certaines choses. Mais donc, pour résumer, on a fait une planif bien précise, un premier bloc de travail qui a été donc de rendre le corps de Thomas de ce qu'on souhaitait, voilà, athlétique. On va dire qu'on est parti d'un corps très bodybuildé, il était autour de 100 kilos à son retour de Thaïlande, et donc on s'est affûté et développé les qualités spécifiques qu'on avait identifiées pour le grappling, et à partir de là... Moi, je me souviens qu'en revenant de Thaïlande, après j'avais été un peu une partie en préparation normalement pour un DCC à Paris où je me suis blessé. Et je sais que j'avais subi cette prise de masse que j'avais fait en Thaïlande. Et je me rappelle, même à Paris, Nicolas Haute, ou même quand je suis arrivé avec toi, j'étais rapidement étouffé. Ouais. Peut-être la dette d'oxygène était énorme. Et j'ai senti après la différence quand tu m'as accentué sur le travail en puissance et les circuits training que tu me faisais faire aussi. Ouais, c'est vrai que je l'ai vraiment vu. Ouais. Donc, Donc, après, on avait un petit peu. Ouais. Bon, question suivante. Quelle stratégie j'avais pour combattre un IBJJF? Mais, la stratégie que j'avais, vu le nombre de tournois, et ce qui expliquait Baptiste, c'est qu'on avait vraiment une conscience chaque semaine qu'il y avait quelque chose d'établi et on fallait éviter absolument la blessure. Donc, je ne combattais pas à 100%, mais comme en fait les séances que tu me faisais, moi je me rappelle Baptiste, tu me disais surtout pas d'entraînement à 100% dans la semaine, entre guillemets. C'est-à-dire que tu me faisais peut-être un pic ou deux à 70%, voilà, et la récupération au maximum. Et je sais que j'en avais conscience jusqu'au tatami. Même quand je combattais sur le tatami, ma manière de combattre ne pouvait pas être à 100%, ne pouvait pas être sur tout donner parce que ça augmente le risque de blessure, ça augmente le risque de dépense d'énergie. Et automatiquement, j'ai choisi de gérer avec mon âge, la manière de combattre a été un peu comme ce que j'expliquais sur un autre endroit, un peu à la Floyd Mayweather, c'est-à-dire que je bougeais, j'empêchais de me faire attraper, de me faire toucher même, je bougeais, je contenais en fait, je travaillais avec une très très grosse défense et je faisais la différence sur 2-3 actions dans le match. Et en fait, avec cette manière-là de combattre que j'avais vraiment décidé au départ, ça m'évitait le nombre de blessures, ça m'économisait l'énergie à tous les combats, à tous les tournois, parce que moi, je sentais vraiment une différence sur la fatigue avec... au bout déjà de 3 tournois, je commençais à être vraiment fatigué par les jet lags, par le fait que je rentre à Toulouse, que je reparte, que je rentre, que je reparte, que je rentre. Je ne pouvais pas être à 100% sur le tapis. Donc, ma manière de combattre a été très, 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 très stratégique dans contenir quelqu'un, pas d'erreur, très grosse défense et faire la différence sur le pressing quand il faut le faire ou pas. Moi, ça a été vraiment ma stratégie. Je donnerais un peu l'image de Floyd Mayweather, c'est-à-dire ne pas se faire toucher et faire la différence à quelques moments. C'est ce que vraiment moi j'avais eu en tête dès le départ, en tout cas côté technique de combat. Après, Donc, voilà pour remonter sur le pourcentage d'entraînement,
l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ton projet. Ouais. Voilà. Les gens ne pensent pas que tu ne t'entraînes pas à 100% en semaine, c'était vraiment spécifique à ton projet, c'était Ouais. d'enquiller les compétitions et après, par rapport à tes antécédents, l'objectif était de garder un certain pic de forme tout au long et surtout d'éviter la blessure parce qu'à partir du moment où tu te blessais, ça t'empêchait de combattre la semaine d'après. Donc Ah, tout au oui. long de la semaine. Voilà, maintien d'état de forme pour être en forme le week-end et surtout un gros travail réalisé en termes de régénération et de prévention des blessures, notamment en effet avec des transports hebdomadaires, on parle de longs trajets et réalisés seuls. Mais même le fait que déjà tu me contenais sur, on va dire, en manière de parler, hein, 60-70% déjà sur la séance et avec le volume de hors zone de confort et tout ce que j'avais, j'arrivais quand même chaque fois à être à un épuisement. Mais c'est vrai que tu me gardais du bon côté et j'arrivais vraiment à la limite et hop, je récupérais et hop, je repartais au bon moment. C'est vrai que je m'en suis rendu compte là que si je pense que je m'engageais un peu plus dans l'entraînement, chose que j'avais 2-3 fois dans les circuits training, j'étais presque frustré. Je me dis, c'est tout, ça suffit. Et dans ma tête, le côté combattant, est-ce que ça me suffit pour pouvoir gagner au combat? Et en fait, je me rendais compte qu'après, avec la charge voilà, des transports et tout ça, ben, j'arrivais quand même à être à bout et à être fatigué. Et là, je me disais, putain, non, il y a beaucoup de tournois, c'est vrai que. Et j'étais déjà au maximum, on va dire. Ouais, pour Donc, ceux qui ouais. écoutent, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tournoi plus le trajet, c'est quelque chose qu'on a quantifié. C'est-à-dire que c'était Ouais. considéré comme un entraînement d'une certaine intensité. Donc, à partir de là, en faisant un rétro-planning, on travaillait comme ça. Ouais. En gros, quand je revenais, j'avais quoi? J'avais un jour off, un jour de régène, j'avais un jour. Peut-être explique-le vite fait. On avait le dimanche off, donc tu revenais souvent voilà, entre samedi et dimanche suite à ton combat. Le lundi, on faisait une réactivation. On faisait 2 séances fortes qui étaient mardi, mercredi. Jeudi, on faisait une régénération. Et vendredi, c'était on en faisait quelque chose le matin et ensuite tu prenais l'avion pour combat samedi. Ou alors le vendredi, tu étais déjà dans les avions et on mettait en place un travail spécifique en fonction de la destination et de quand était le combat pour réaliser une réactivation et des stimuli spécifiques à ton arrivée, si c'était au Mexique, aux États-Unis, où que ce Voilà. soit. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, sur ce projet-là qui est vraiment atypique, dans la Mm. semaine, on avait 2 séances de régénération et 2 séances où on réactivait le lactique. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Où j'avais 2 séances Ouais, où on re-rentrait un peu dans le physique, on va dire. on avait 2 séances fortes, mardi, mercredi, Ouais. et on peut considérer que lundi, jeudi, c'était des séances en effet de régénération. Ouais, ouais. Ouais. Et moi, à côté, je ne faisais rien. Ou de temps en temps, je te demandais, mais vraiment, j'avais quasiment qu'une seule séance par jour, on va dire. Selon le Mm. besoin, parfois, je te demandais si j'avais besoin d'aller faire une séance de muscu ou quoi que ce soit, et j'avais besoin d'accord ou pas. Mais en gros, c'était que ça, c'est-à-dire que c'était de la récupération, juste remettre les sensations et repartir. Et c'est vrai que c'était, même tous les deux, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Je pense que tu l'as ressenti 2-3 fois, peut-être par mon copain. Mais moi, c'est un des éléments du projet qui a été perturbateur parce que 2-3 fois, j'avais des moments de dire, mais est-ce que ça me suffit pour gagner? Et pourtant, à côté, je gagnais, hein. Mais à un Mm. moment, j'avais vraiment 15 ans d'habitude. Je rentre dedans pour aller combattre et je rentre dedans. Et là, je me retrouve à faire très, très peu. Après, d'un côté, j'avais pas beaucoup de sparring. J'avais Teva qui venait. D'ailleurs, je lui passe un coucou qui a été un ami et un sparring et quelqu'un de très important dans le projet parce qu'il était là aussi avec tous les deux. Donc, un bonjour à Teva. Et c'est vrai que c'était un des critères vraiment atypiques et en tout cas que tu as bien géré au niveau de la prépa et tout ça. Et moi, Ouais. j'étais très frustré de pas pouvoir forcément trop combattre. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte que si je combattais, d'ailleurs, j'ai eu quand même 2-3 moments où j'ai fait 2-3 séances, j'étais vite fatigué et je le voyais dans tes tests en fait. J'étais vite fatigué ou proche de la blessure. Ouais, ça Mais fait. comme j'avais un peu l'ego ou de temps en temps les habitudes, une fois ou deux, j'ai fait peut-être une séance ou deux de sparring et tout, je m'en souviens plus, ou peut-être à Nice et tout. Et je me souviens quand j'étais revenu et pris par toi, ben, j'étais pas forcément mieux, j'étais moins bien. Mm. J'étais un peu cramé, un peu la puissance. Hein. C'était un repère avec la machine Kaiser, on le voyait que de suite je reperdais un peu de puissance. C'était hallucinant. Ouais. Mais oui, c'est totalement différent que lorsqu'on prépare pour un combat et qu'on a 6 à 8 semaines de travail. C'est vraiment une approche totalement différente. Où sur 6 à 8 semaines, on a vraiment
des charges très très dures, des entraînements très durs pour ensuite arriver sur de l'affûtage. Alors que là, on a eu un premier cycle dur où on t'a transformé, mais après, ça a été en effet que du maintien tout au long de la. J'enchaîne sur la question suivante, du coup, qui a un peu la suite. Coach, toi qui cadres des équipes de footballeurs de haut niveau, comment cadrer une individualité comme Thomas, qui a pour une habitude et une qualité et son autonomie d'action, en fait? Ouais. Alors, honnêtement, ça, ça change par rapport au foot parce que je suis sur un sport collectif, mais après, la relation humaine ne change pas. Ensuite, Thomas, ça fait longtemps que je le connais. Les sports de combat également, ça fait également longtemps que j'y travaille, que j'encadre des boxeurs. La stratégie, ça a été la même que sur des footballeurs professionnels. C'est-à-dire que en termes d'encadrement pour connaître son état de forme et l'accompagnement humain a été réellement identique. Après, voilà, la grosse interrogation, et où je remercie Thomas d'avoir joué le jeu, c'était de respecter tout ce qui a été mis en place autour de lui pour justement éviter, c'était la grosse crainte, c'était la blessure. Parce que sur ses antécédents, sur beaucoup de grosses compétitions, ce qui l'a empêché d'atteindre la première marche ou d'atteindre ses objectifs, c'est souvent ce surplus d'envie qui se transforme en surplus de charge et qui se transforme en blessure. Dans mon passif, j'ai eu beaucoup de blessures parce que j'étais quelqu'un, on va dire, un peu pitbull qui rentrait et entraînement dur pour combattre dur. D'ailleurs, beaucoup de combattants m'ont dit au moment de combattre, je suis quelqu'un de dur enfin, à affronter les années d'avant parce que je m'entraînais dur. Et c'est vrai que quand j'aborde ce projet avec autant de combats, je sais que je pars entre 30 et 40 combats, entre 20 et 25 tournois, alors que je sais que je suis blessé une fois sur deux quasiment dans ma carrière avant. Euh, c'est vrai que c'était moi, c'était quand même complètement fou si j'y repense. Et vraiment, l'élément qui a fait vraiment la différence. D'ailleurs, le but de ce podcast, pour moi, c'est même à tous les passionnés sportifs, combattants, qui vont faire un peu de compétition, tout ça, j'insiste et j'y tiens beaucoup sur ce podcast parce que on peut combattre et tout donner sur un tapis. Et à un moment, je pense, si on vraiment a l'objectif en fait, de compétition un peu plus que tout le monde, en fait, je pense que le côté se professionnaliser et avoir un staff va quand même apporter tout le reste qui fait une différence rapidement à un moment. Et ça j'y tiens vraiment à le dire parce que je reviendrai après parce que j'ai des questions à la fin sur ça. Je pense que voilà, nous-mêmes, on a quelque chose qu'on maîtrise et, et on construit autour de nous en fait parce que c'est un sport individuel. Mais il y a des pierres, on va dire, à l'édifice qu'on ne peut pas amener soi-même en fait. Même voir, ça en devient des erreurs. Et moi, je l'ai vraiment vu sur cette saison avec un staff. Mais c'est vrai que c'est le comportement, le caractère, à s'y tenir, c'est pas forcément si facile parce que il y a des fois, on a envie de faire comme on sent la sensation, ou un côté, je ne sais pas si c'est bon, instinctif, on va dire. Et il y a des moments, c'est bon, mais il y a des moments, c'est pas du tout bon, en fait, parce que moi, je me suis rendu compte qu'à un moment, j'étais pas équilibré, un peu trop, entre guillemets, animal. J'avais des qualités sur le quoi je sais que le mec, il va monter sur le tatami, il va s'enquiller, quand il va m'affronter, il va sentir que je suis différent. Et à la fois, je sens que je vais avoir des lacunes à un moment sur un travail, je sais pas, d'aérobie ou tu vois, ou d'un coup mettre trop de muscu parce que j'avais une envie comme ça, et je suis arrivé trop au bout du bien et je me suis éloigné d'un côté athlétique, sur quoi par exemple tu as dit que je suis revenu. Et c'est vrai que ça, un staff, il fait attention en résumé, fait attention quand même à un équilibre. Cette année, j'ai vraiment ressenti un équilibre. Ouais. Donc voilà. Alors, question suivante. Sur les 7 mois, c'est un peu dans le même truc du cadre en fait. Sur les 7 mois, comment avez-vous géré la solitude sur tous ces déplacements? Ouais. Donc, on l'a géré via message. Donc, on le suivait de manière très simple. S'il était bien arrivé, par WhatsApp, lorsqu'il arrivait, il avait du travail à réaliser pour être en forme le lendemain à son hôtel. Donc, il avait du travail en salle de muscu. Il avait également du travail de mobilité, du travail avec de l'alternance chaud-froid. Je recevais ton petit SMS avec le programme. Voilà, des échauffements spécifiques juste avant le combat. Ouais. Après, nous, quand je dis nous, je pense donc également à Teva.
on savait en lui envoyant des messages, en lui envoyant les fiches de travail, on savait que pour lui, derrière, ce qui allait lui faire plaisir, c'était de nous envoyer un message. Je l'ai fait, la photo avec la médaille. Et nous, on vivait ça également de loin et on recevait notre message parfois dans la nuit, justement par rapport au décalage horaire. Ouais. Donc, donc, le suivi de sa solitude, je savais que Thomas avait l'habitude de faire des choses seul, de partir à l'étranger seul, Ouais. de sortir de sa zone de confort. Donc ça, ce n'était pas quelque chose qui m'inquiétait, surtout que c'était sous forme d'aller-retour. C'est-à-dire qu'il partait, il faisait le boulot, il rentrait et nous, on essayait de l'accompagner au mieux via des messages. Ouais, après moi, pour ma part, sur la côté solitude, comme tu l'as dit, dans ma vie déjà, j'ai une partie de solitude depuis même enfant. J'ai une partie de solitude, donc ça ne m'a pas forcément vraiment trop dérangé, même parfois à certains moments, même apprécié. Après, c'est vrai que par rapport à Ensemble, j'ai senti que quand je me levais le matin, j'avais toujours le petit SMS. J'avais tes messages sur les prépas, comme tu disais, de ce que je devais faire avant, quand j'atterrissais, avant le combat, comme tu disais. Et même moi, quand j'avais un doute, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, on était en contact. Et après, même en dehors de ça, moi, sur mon côté, j'avais un petit truc, par exemple, qui fait que je restais en contact, parce qu'il y avait aussi, par exemple, mon côté, mon fils et tout ça. Ben, j'achetais une carte postale à tous les tournois où j'ai été. Ça veut dire à tous les continents, tous les pays où j'ai été. J'achetais une carte postale de la ville où j'étais et j'envoyais ça à mon fils. Donc j'avais des petits trucs comme ça où j'étais en contact. Tu vois, j'avais changé mon forfait de téléphone d'une association qui m'avait pris un forfait de téléphone pour que je puisse d'ailleurs rester en contact. Et moi j'avais ça par exemple sur la solitude d'envoyer une carte postale à mon fils régulièrement et on avait des SMS et l'habitude après chaque tournoi d'envoyer une photo du résultat. Et c'est vrai que du coup, ben, comme tu disais, je partais, je rentrais, et c'était bon, ben, à demain, j'arrive, j'atterris, on repartait sur le programme, quoi. À la fois, ça passait, c'était seul parce que j'ai eu des moments, c'est pas facile, parce que tu prends l'avion, tu atterris, tu prends le transport, tu vas loger, tu vas au transport pour aller chercher la salle, l'échauffement, le ci, là, c'est seul. Mais à la fois, ça passe super vite et tu rentres vite dans ton cadre. Moi, ce qui me tardait, par exemple, une fois que j'avais combattu, c'était de rentrer à la salle, re-attaquer la prépa et revoir ma sensation, comment elle était, re-récupérer. Mais une fois que mardi, mercredi, on faisait des séances fortes, j'étais déjà dans ma tête à repartir sur le. Tiens, vendredi, je redécolle, bah, j'étais déjà sur le tournoi d'après. Donc, la solitude, en fait, ça allait tellement vite que je ne me suis pas vraiment senti seul. Mais après, il y a eu deux, trois petits moments qui ne sont pas faciles quand tu as besoin de quelqu'un pour t'échauffer ou pour papoter ou un truc comme ça. Bon, mais je parlais à des gens par téléphone et j'avais la musique. J'avais la musique. D'ailleurs, on m'a posé une question, quelle est la musique que tu écoutes en voyage avant le combat? J'avais mis une petite affiche sur ça sur Facebook. J'ai écouté Flavia Coelho dans les moments calmes et je mettais vraiment des musiques quand j'avais envie d'être calme. Je mettais Flavia Coelho. Avant le combat, moi, je prenais Kerry James parce que le rythme de combat, un exemple, le rythme de la musique de Kerry James, c'était pas trop agité, comme du Prodigy par exemple, parce qu'il fallait pas que je combatte sur une intensité trop agitée. Tu vois, parce que si par exemple demain je combat sur les 5 minutes agitées, je me mettrais par exemple du Prodigy. Là, j'ai besoin de quelque chose de consistant sur un rythme, voilà. Et je prenais par exemple souvent Prodigy et aussi parce que français, parce que je voyageais beaucoup et les langues me fatiguaient en fait beaucoup. Donc au moment du combat en français avec un truc consistant, un rythme normal, pour que j'ai un rythme pas trop agité en combat et réactif. Donc moi j'écoutais par exemple beaucoup Kerry James avant le combat et Flavia en dehors dans les moments calmes. Donc voilà, ça m'occupait dans les moments seuls. Ensuite, question pour toi. Coach, sur quoi tu as mis l'accent pendant la préparation? Qu'est-ce que tu as accentué ou qu'est-ce que tu as dû réadapter dans la prépa physique? Alors, si on parle de la première partie, ce qu'on a accentué, c'est la diminution du volume musculaire, développement de la qualité forte de Thomas, donc c'était sa puissance. Il fallait remettre à niveau son cardio pour pouvoir faire ses combats de 10 minutes. Et ensuite, pendant la saison, ça a été, on va dire, essentiellement maintien de l'état de forme, prévention des blessures et régénération. Ouais, après, j'avais quasiment tout le temps le même poids de forme, quasiment après toute la durée après. C'est ça. Ouais.
Voilà. Moi, en tout cas, en tant qu'athlète, j'ai vraiment ressenti que tu maintenais le cardio, mais que tu as un gros travail sur la puissance. En fait, on sentait qu'il fallait que je maintienne un pic de puissance. Et maintenir également, voilà, maintienne ta masse musculaire. Voilà, mais bon, pour ceux qui s'y connaissent, voilà, on travaillait plutôt orienté puissance côté vitesse. Et après, on maintenait un certain niveau de force. Mais voilà, le gros du développement a été ça. Ouais. Ok. Ensuite, on m'a posé la question, quelles sont mes meilleures sensations sur le parcours et est-ce que j'ai eu un moment critique et qui j'ai gagné. Alors après, sur les meilleures sensations sur le parcours, il n'y a pas eu un moment où j'ai été le plus en forme. Je me suis senti, voilà, justement, par rapport à ce qu'a fait Baptiste, assez, on va dire, je ne suis pas homogène, régulier. J'ai été, j'ai jamais fait un tournoi en étant vraiment à 100%. Et j'ai jamais, on va dire, à part un moment où j'ai un moment de fatigue, j'en parlerai après, mais j'ai pas eu de tournoi aussi où j'étais à 30%, en fait, 40%. J'ai été vraiment, on va dire, régulier, non seulement par le poids, par la forme, par la puissance et tout ça. Et si j'ai eu un moment critique, on l'a senti à un moment. Je m'en souviens plus, c'était avant les pannes, mais ça faisait déjà 2 allers-retours, je crois, que je faisais aux États-Unis, j'avais été au Brésil, tout ça. Et là, je commençais à sentir une fatigue. D'ailleurs, on l'avait repéré un peu déjà au repère de puissance et mon poids qui commence à descendre. Et je sais, moi, que quand je descends à un certain poids, je commence à être pas bien. Et j'ai fait un tournoi, la seule défaite que j'ai eue dans le classement. Bon, en plus, c'était match polémique, un peu, ils m'ont un peu volé, mais bon. Mais j'ai senti même, sans parler de gagner-perdre, j'ai senti déjà que j'avais moins de force, moins de puissance, j'avais le poids qui était descendu un peu trop. Et tu l'avais vu, je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'avais Ah fait ouais. les tests au Kaiser, et même Teva, mon partenaire à côté, première fois qu'il avait les puissances plus au-dessus, alors qu'il a une masse musculaire en moins que moi, et il était au-dessus, moi je suis rentré, je crois que je m'en souviens plus, quoi, 10-20% de puissance en moins. Ouais, après, il y avait tous les paramètres qui annonçaient un état d'alerte. Il y avait donc le questionnaire quotidien autour du café sur ton état de forme, sur ton ressenti. Ouais. Il y avait en effet ton poids, où tu avais du mal à récupérer ta masse Ouais. musculaire et tu avais du mal à retrouver également un statut hydrique correct. Donc, tu étais encore en état de déshydratation avec les trajets et les charges de travail. Et après, en effet, sur les différents tests qu'on a pu réaliser tout au long de la saison, on avait une diminution qui nous indiquait Ouais. voilà, une alerte qu'il fallait prendre en compte et il fallait en effet changer notre fusil d'épaule. Mais ça, c'était Euh, quoi? C'était fin août. Je crois qu'on a commencé le challenge le 11 mai. Dans l'été, avec les voyages. En fait, c'est les voyages aux États-Unis et les allers-retours avec le Brésil, ça qu'on a senti la fatigue. Quand je suis rentré, je suis reparti, je crois que c'était pour Orlando, je m'en souviens plus. Et là, déjà, on a senti qu'il y avait de la fatigue. Et bon, là, j'ai eu un match, le seul match, on va dire, c'était vraiment. Non, j'ai eu beaucoup de matchs serrés, mais on a senti que là, que je combattais un peu tiré, quoi. Le poids en moins, moins de force dans les bras. Et même là, tu m'avais déjà dit que. Est-ce que tu m'avais posé la question, est-ce que tu peux pas sauter un tournoi ou deux? Mais bon, on était pris dans le classement avec les points. Et là, quand on est rentré, en fait, même toi, tu m'as dit, Thomas. Bon, un match perdu. Bon, après, on était peut-être à 20 victoires déjà. Mais voilà, ça faisait déjà mai, juin, juillet, août, non-stop. Et là, c'est vrai que moi, je rentrais épuisé. J'avais un peu forcé la chose avec tous les voyages et le jet lag. Et là, même toi, hein, je pars au Kaiser, je me rappelle avec Teva. Et là, tu me dis, Thomas, là, je pense que. Non, tu me dis, est-ce que le prochain tournoi, tu peux le sauter ou pas? Et là, je te dis, Baptiste, le prochain tournoi, c'est les Panamérica. C'est un coefficient 4 en classement et tout. Et c'est là où toi, je me rappelle, tu m'as dit, ça serait bien que tu ne le fasses pas. Mais tu me laissais libre un peu, entre guillemets. Mais c'est vrai que tu m'as dit, Thomas, ça serait bien que tu ne le fasses pas. Et si tu perds au PAN, ça va faire 2 trucs d'affilée. Tu vas mentalement te rentrer dans un cycle qui n'est pas bon. Tu t'augmentes le risque de blessure. Et c'est vrai que là, tu m'as dit, bon, moi déjà, je l'exprimais que je commençais à être fatigué. Et là, tu m'as dit, ça serait bien. Si tu le passes, c'est pas grave. Fais un pass et concentre-toi sur après. Je crois que et du coup, ça me laissait 2 semaines de repos. ouais, en Et là, je t'avais écouté, hein. fait, ça nous permettait de nous ouvrir une fenêtre. Ouais, on a vu un cycle de repos.
puis, entre guillemets, te remettre à niveau. Te remettre au niveau athlétique où on était au début. Ça nous permettait voilà, d'ouvrir une fenêtre de récupération et derrière une petite fenêtre de travail pour remettre un peu d'essence dans la machine. Ouais. Ouais, et de suite, je sais que j'ai récupéré le poids que j'avais un peu perdu, que je suis revenu autour des 91 kilos. Et on avait en ligne de mire, là, le championnat d'Europe qui était l'élément clé. Ouais. Mais il y avait eu Après, quoi? ouais, Peut-être Hein? il y avait Rafi Gaev en mire. Ouais. Ouais, ouais, il y avait Rafi Il y Gav. avait ça. Et, ouais. Et on avait eu, je crois que du coup, on avait eu 2 semaines ou 3 semaines de pouvoir récupérer, ou 2 semaines de récup et régénérer. Et là, je suis reparti, on va dire, à peu près en ayant récupéré. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec du recul, si je ne l'aurais pas fait, je pense que je ne serais peut-être pas allé au bout. Hein. Je pense que j'aurais peut-être fait un cycle de fatigue, d'épuisement, de surentraînement, une blessure. Et ça a été un élément important. Mais c'est vrai que dans la partie stratégie de combat, j'ai eu 2, 3 décisions à des moments très difficiles à prendre. Combattre, ne pas combattre. Ne pas combattre, pour un mec qui a envie de combattre, c'est difficile. Ne pas combattre, le regard des gens qui disent ah, t'as pas combattu là, pourquoi t'as pas combattu là, ainsi de suite. Alors que moi, c'était pas sur un combat, mais c'est sur un ensemble de classements. Donc il y avait vraiment. C'est difficile pour un combattant de savoir quand c'est qu'il y a un match ou deux à savoir lâcher. Peut-être que tu l'as en football, ça. Il y a un match ou deux qui sont cruciaux, mais tu as un match ou deux, parfois, il faut lâcher parce qu'on sent qu'il ne faut pas faire jouer tel joueur, peut-être, je ne sais pas. Ah Nous, ouais, on l'avait senti. ouais, le parallèle peut se faire. Il peut y avoir des matchs où un des joueurs qui habituellement est titulaire, mais il s'avère qu'il a une alerte musculaire ou il a une alerte sur les différents indicateurs que l'on a. Et on prend le choix avec le staff, en effet, on préfère le faire régénérer sur un match plutôt que de prendre le risque de le perdre pour 4 matchs. Parce qu'on en avait discuté, le risque de partir au PAN, c'était également de revenir avec une problématique de blessure qui nous handicaperait non pas pour une compétition, mais pour beaucoup plus. Mm. Ouais, nous, on l'avait quand même. On restait beaucoup sur la prépa, mais c'est vrai que les quelques discussions, comme tu dis, autour du café, tout ça, on écoutait les sensations. Et ouais, il y avait un moment ou deux, on attendait de voir s'il fallait réadapter ou pas. Ouais. On savait le moment crucial. Par exemple, l'Europe, par exemple, on savait que c'était vraiment le moment crucial. Du fait qu'on n'avait pas fait les pannes et qu'on avait décidé de lâcher un tournoi qui était important pour regarder plus loin, en fait, pour regarder jusqu'au bout. Ouais. Question suivante, c'était Thomas, ton ressenti par rapport aux années et aux défis précédents. Ben là, je vais faire rapide. Avant, je mettais tout en préparation très dure, tout à 100% pendant 3 mois, par exemple, pour faire un tournoi. Voilà. Et parfois, je faisais qu'un tournoi ou deux par an, pas plus. Donc là, c'était complètement différent parce que tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc pas besoin d'en revenir, on va dire, c'était gérer. Là, par exemple, c'était un mot gérer, cadrer, avec un objectif de volume de travail qui n'avait rien à voir, avec un objectif à la fin et non le jour du combat. Donc voilà. Le ressenti, c'était que à la fois, il fallait combattre, c'était élément clé sur le moment, mais c'était un ensemble qui allait faire un résultat à la fin. Alors qu'avant, les années d'avant, je m'entraînais dur pour un jour J et tout mettre sur ce résultat-là. Et là, c'était complètement différent. J'ai eu beaucoup de frustration sur ce côté-là parce que pas de préparation à 100%, pas de vivre l'événement entre guillemets à 100%. Et quand tu as fait quelque chose, c'est pas fini, c'est reparti la semaine prochaine. Tu vois, quand ne pas combattre, ce que je reprenais. Mais il faut savoir qu'à des moments, je combattais. Je faisais un combat, 2 combats, où j'allais l'absolu, je faisais un combat, hop, je m'arrêtais parce que je sentais une petite douleur ou un petit truc ou un petit épuisement. Je fais hop, stop, j'ai pris mes points. La semaine prochaine, je repars combattre. Donc, très, très frustré parfois, ou le regard des gens qui me regardaient, qui ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas allé combattre là. Parce que les mecs, tu vois, et parfois pour un combattant, les mecs, ils disent, ouais, il a peur, ou ci, ou là, ou il ne comprenait pas, ou il n'est pas fatigué, ou il a peur de l'autre, ou ci, ou là. Et en fait, non, moi, j'avais une ligne de mire, j'avais une planification avec un temps de combat, temps de trucs, et il fallait vraiment que je voie le bout, en fait. Et le bout, pour moi, il est dans 7 mois. En combattant tous les week-ends, il était dans 7 mois. Donc c'était pas facile. C'était vraiment là la différence pour moi. Question suivante. Baptiste, comment as-tu ressenti Thomas sur la durée et à quel moment tu as su qu'il pouvait aller au bout? Donc sur la durée, je l'ai senti au Christian Thomas. Ça revient sur la relation humaine. Des phases on, des phases off. Et là, c'était important d'être avec lui. Des phases de pleine confiance, des phases de doute.
Mais il a toujours gardé sa discipline tout au long avec son objectif bien en mire. Euh, et le moment où j'ai su que les chances s'ouvraient réellement pour y arriver, c'est sa victoire face à Rafi Gaev. Je me souviens, Ouais, c'est la parce que première fois en Allemagne. Ouais. ouais, ce qui était difficile à distance, c'est que en tant que prépa physique, je n'étais pas présent le jour du combat. Donc j'avais les combats en vidéo, etc. Mais on avait identifié toute la semaine Rafi Gaev et on avait vu le potentiel technique, tactique et athlétique de son adversaire. Et c'est vrai que de le voir gagner et de le voir prendre le dessus sur cet athlète-là, c'est vrai que là, on s'est dit, ah, quand même, en effet, c'est jouable. Et en plus de ça, il faisait un bon énormissimo classement. Et donc là, on s'est Ben, je dit, crois que je c'est. rentrais sur la première victoire contre Afigaev, je rentre top 10 en fait à ce moment-là. Donc là, on s'est dit, bon, c'est jouable si on garde notre ligne de mire, s'il n'y a pas de pépin, si on reste tout aussi discipliné, bon, ben, ça va le faire. Ouais, et on savait en plus on allait sûrement se recroiser et que ça allait se jouer là. On savait que s'il n'y avait pas de blessure, il y avait quand même une course entre lui et moi dans le classement parce qu'il combattait beaucoup, moi aussi. Il faut savoir que quand j'ai commencé le classement, il était à Paris. J'ai décidé de ne pas le prendre parce que j'étais pas encore, c'était le premier tournoi et j'étais encore blessé au genou. Je sortais de blessure. Donc j'avais décidé de ne pas faire le combat. D'ailleurs, des mecs à Paris me disaient, mais pourquoi tu prends pas Rafiga avec tout ça? Il y en a qui auraient voulu que je le prenne. Moi, je ne pouvais pas, j'étais blessé au genou, c'était pas le moment. Donc, tu vois, c'était un des trucs stratégiques à ne pas le prendre au bon moment. Et en fait, je l'ai pris en Allemagne. Et au moment où je le prends, je rentre en top 10. Et en ce moment-là, après, on savait qu'on allait se recroiser parce qu'on se faisait la guerre. Il faut savoir qu'en Espagne, après, j'ai décidé de ne pas le retirer. J'étais un peu malade et j'ai pas décidé de ne pas le faire. Et après, je l'avais repris en Israël. C'est là où je passe top 1 en le battant. Donc, les deux fois où je passe en plus Rafigaev, je rentre la première fois top 10 et la deuxième fois où je le bats, je prends la place numéro 1. C'est vrai que tu rentres dans les détails, j'ai pas voulu le dire, c'est vrai que voilà, une des pathologies où on a dû faire avec, c'est ta pathologie au genou. Ouais. Ouais. Et dès le départ en plus. Ouais. Elle a duré pas mal de temps au début. Hein. Mm. C'est vrai que c'était pas une blessure grave que j'avais eu, mais elle m'avait gêné beaucoup au départ. Ouais. Question suivante. Thomas, raconte-nous une anecdote ou deux. Bon, rapidement, bah, j'en ai deux, trois. Tout roulait franchement sur un rail, tout s'est bien passé. Et je pense que la réussite a fait partie du cadre avec Baptiste, avec la base que j'avais à Toulouse. Et je pense qu'à un moment, ça ne s'explique pas. Il y a une bonne étoile, il y a tout qui roule, il y a le côté humain, il y a la structure qui marche ça super bien. Les méthodologies, par exemple, que tu m'as mis, tout ça, ça me rééquilibrait. Il y avait un super travail pro et tout ça. En plus, après, voilà, sans parler de Dieu, hein, mais j'avais une bonne étoile, je pense, au-dessus, qui a fait que, tu vois, il y a pas eu de petites blessures en plein combat, des choses que parfois on ne maîtrise pas en combat, tu vois, il y a tout qui roulait. J'ai eu une anecdote ou deux, mais c'est vrai que franchement, dans l'ensemble, moi, avant de raconter une anecdote, je dirais plutôt que j'ai quand même une sacrée étoile qui fait que tout roulait. Quoi. C'est difficile à expliquer, peut-être que tu l'as plus, toi, au niveau des saisons des footballs, mais il y a des moments où on sent qu'il y a des périodes, putain, c'est compliqué. Il y a une période, on s'enlise et il n'y a rien à faire et pourtant on travaille de la même manière et tout. Et là, moi, j'ai senti cette saison que tout roulait en fait. Et ça m'aidait encore plus à écouter, encore plus les voyages, tout roulait en fait. Alors après, dans les anecdotes, ouais, j'ai eu un avion, donc c'est des détails, mais c'est pour ça que j'insiste à dire que tout se passait vraiment bien. J'ai eu un avion, j'arrive à Londres, il y a une tour de je sais pas quoi, c'est des trucs d'information d'avion et tout qui tombe en panne, donc trois quarts des vols qui partent pas, donc à ce moment-là, je suis obligé de dormir à Londres, je prends un autre vol le lendemain matin, obligé de crier, quoi, de gueuler pour mettre le pressing parce que pour avoir un avion pour arriver à temps à New York, je me souviens plus si c'était à Chicago, Orlando, donc ça c'était une autre ville aux États-Unis. J'arrive et je crois que j'arrive à peine quelques heures avant pour combattre. J'avais une nuit dans un hôtel à Londres, les voyages, les décalages, les escales avec New York. J'arrive dans l'autre ville, je ne sais plus si c'était Chicago, Orlando, et en plus je prends un mec fort, je prends Levington, qui je crois que c'était là contre lui. Et bon, c'est un mec qui a battu quand même Aaron Tex Johnson, et j'arrive à peine atterri, quoi.
3 escales, dormi dans un truc d'hôtel à Londres, mais en plus, c'est même pas, on m'a mis, je dors bien, c'est-à-dire que tu restes en attente pendant des heures pour dormir 3 heures et repartir. Et j'arrive aux États-Unis et dans le combat, je le sens. Mais après, ma stratégie a été toujours la même, donc je la collais. Mais là, cette anecdote, c'était un match un peu difficile dans le sens où j'étais épuisé par tout le cadre à côté. Après, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Par exemple, quand j'ai dû faire le côté, quand j'ai dû faire le combat à Moscou, j'ai dû en retour de je sais plus quand, de quel tournoi, j'ai dû repartir à Paris pour aller chercher mon visa à Paris, pour rentrer à Toulouse, pour ensuite partir à Moscou. J'ai des petites anecdotes comme ça où parfois je faisais un aller-retour pour aller chercher un visa. Euh, mais après, franchement, tout roulait. J'ai eu un truc ou deux où sur le chemin, il y a eu des petits trucs comme ça, mais c'est rien de fou, quoi. Baptiste, pour vous, qu'est-ce qui a été déterminant pour gagner ce projet, pour arriver au bout? Ta discipline, être discipliné tout au long. Et voilà, accepter que nous, on serve de garde-fou. C'est vraiment ça, ta discipline. Être discipliné et ta qualité forte, c'est besogneux. Quoi. Tu es travailleur, discipliné, et ce qui a fait que tu es allé au bout. Après, bien sûr, tout ce que tu as réussi à mettre autour de toi et qui t'a permis d'aller combattre tous les week-ends partout dans le monde, évidemment. Bon, moi, j'y répondrai aussi à cette question. Ben, la même chose. Donc ça, je m'adresserai plus aux athlètes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, je pense que faire des bons combats, gagner des bons tournois, c'est une chose, et on peut le faire seul. Après, je pense qu'aller chercher, entre guillemets, quelque chose d'un peu plus exceptionnel, un peu plus pointilleux au niveau, ben, je pense qu'il faut vraiment un cadre, un staff. Et je pense qu'en France, il y a quelques structures qui le montrent, qui commencent. Et je pense que ceux qui perfent en France, de toute façon, si on analyse ce sujet-là, sont encadrés par des staffs et par des. Voilà, c'est ce qui ferait, entre guillemets, un peu peut-être la différence entre l'amateurisme et le professionnalisme. Même s'il y a du cœur dans les deux, hein, mais je pense qu'à un moment, plus un projet est fou et plus on va chercher quelque chose de haut, plus le cadre doit s'améliorer. Je pense que le côté sportif, c'est une chose, et nous, en tant que combattants, on met tout, en fait, on va tout mettre dedans. Et je pense qu'avant de démarrer quelque chose, il faut vraiment prendre ce temps à se mettre un meilleur cadre, les meilleurs éléments, et après démarrer le projet avec ça. Moi, je pense que moi, ce qui a été déterminant, c'est ce moment-là où j'ai été blessé, où j'ai dû chercher un autre projet, et avec qui? Avec qui? Et j'ai eu la recherche de me dire, il faut que je me mette avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui va m'amener quelque chose que je n'ai pas forcément, certains éléments que je n'ai pas. Et moi, je savais que tu étais très pro, très carré, que tu allais me contenir. Donc voilà, moi, je reprendrai ce que tu as dit aussi. Donc, c'est presque entre guillemets normal qu'on ait la même réponse pour avoir gagné parce que j'ai ressenti aussi la même chose. Donc voilà, mais à la fois, j'ai été discipliné parce que tu m'as permis de l'être, parce que tu l'étais en fait. Donc, et ça, c'est un staff en fait qui l'amène. Ça, j'ai vraiment ressenti. Et la 13e question qui était, c'était et si c'était à refaire? Ben, moi, en un mot, oui. Et toi? Bien sûr. On Non, ne vit que après, pour vraiment, si c'était à refaire, est-ce qu'il y avait quelque chose à changer? Non, il n'y aurait rien à changer. Après, à refaire, maintenant, sachant la montagne que c'est, je la réfléchirai quand même 2 fois, mais je l'ai réussi. Donc voilà, je ne me repose même pas la question si c'est à refaire, c'est fait. Je suis âgé, franchement, l'année prochaine, je ne le referai pas la même chose. Je rechercherai un autre projet, un autre défi fou. D'ailleurs, j'en ai un, on a dit je peux pas la DCC. Et là, on va voir, après la sortie du confinement, comment on va mettre tout ça en place. Mais voilà, si c'était à refaire, dans le sens, bien sûr que oui, il n'y a rien à changer. Quand quelque chose a marché, il n'y a rien à changer. Donc, voilà. Il y a des questions un peu Facebook et tout ça sur les réseaux. Deux, trois questions qui te sont adressées, Baptiste. Teva qui te demande comment progresser dans ses capacités physiques sans tomber dans le surentraînement. Alors, lorsqu'on est seul, c'est prendre des indicateurs simples, je pense. Ça peut être donc de manière quotidienne se poser les questions quel est mon état de forme, est-ce que j'ai bien dormi, comment est mon humeur, est-ce que j'ai des douleurs, des courbatures, ce que nous on appelle le questionnaire wellness. On peut regarder l'évolution de son poids et ensuite on peut prendre de manière simple des petits paramètres athlétiques, des performances que l'on a et se retester au fur et à mesure de la saison pour voir si on n'a pas une chute des performances.
Après, évidemment, ce qu'on a mis nous en place ou ce qu'on peut mettre en place, on va beaucoup plus loin, mais de manière très simple. Voilà, l'évolution du poids, se poser les bonnes questions et quelques tests athlétiques voilà, qui servent de repère et en cas de diminution de ses performances, se poser alors les bonnes questions. Ok. Michael Borrego qui demande comment travailler en muscu pour améliorer son BJJ ou est-ce superflu la fonte à côté? Alors, aucune méthode de musculation n'est superflue. L'hypertrophie fait partie d'une méthode qui marche. Ce que je pourrais lui conseiller, c'est d'identifier quelles sont ses qualités fortes, quelles sont ses qualités faibles. Euh, Ça, c'est ma stratégie, c'est d'optimiser ses qualités fortes et ses qualités faibles, si elles sont vraiment faibles, de les mettre à un certain niveau. Donc, si c'est quelqu'un qui a besoin d'un capital musculaire ou de monter en poids, donc évidemment que la fonte, donc je pense que fonte, il veut parler d'hypertrophie, c'est nécessaire. Après, évidemment que sur Ouais, le c'est quelqu'un JB, de on n'est costaud, je vois qui c'est quelqu'un de costaud qui pose la question. pas, donc on n'est pas sur du bodybuilding. Donc après, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a d'autres qualités qui vont devoir intervenir, la puissance musculaire, être capable de répéter une certaine intensité sur un certain laps de temps pendant le combat. Donc la fonte est bien sûr importante, mais il n'y a pas que ça. Pour Ouais. résumer, Ne pas il, oublier que c'est du BJJ, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le cardio et tout ça, quoi. ouais, il faut le cardio, il faut suffisamment de force, voilà, ouais, il faut être puissant pour se sortir de certaines situations ou d'un coup être capable d'accélérer le combat. Il faut surtout avoir de la mobilité aussi, donc être capable de se positionner sur Moi, c'est ce certaines que tu m'as zones. fait, tu m'as fait beaucoup travailler cette année sur la mobilité. Exactement, c'est exactement. La mobilité a été un de nos gros axes de travail, autant en termes de prévention des blessures, mais pour ce qui est important dans ta discipline. Ok. Donc la fonte, il ne faut pas l'oublier, quelque chose à travailler. Cyril Ours qui pose deux questions, on va dire. Est-il possible de travailler son endurance avec uniquement du shadow wrestling? Et est-il possible d'augmenter sa puissance tout en perdant du poids avant une compétition? Donc, je reprends la première question plutôt. Est-il possible de travailler son endurance uniquement avec du shadow wrestling? Je pense que c'est quand, en période de confinement, il doit faire du shadow wrestling. Ah, ouais. D'accord. Oui, on peut travailler son endurance juste avec ce travail-là. Après, c'est la façon dont on calibre l'endurance. Est-ce qu'on fait de l'intermittent? Est-ce que tu fais ça sur une durée longue? Si on parle du confinement, oui, sur un entretien, ça peut le faire. Après, faut rentrer, à un moment donné ou à un autre, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet et se mettre les charges conséquentes. Ensuite, l'autre question, c'est sur de la puissance musculaire. Ouais, en fait, le shadow wrestling, toi, tu dirais que c'est bien en période de confinement actuellement pour Oui, entretenir le cardio, un truc comme ça. Ouais. Son oui, endurance, voilà. Mais ça ne rend voilà, oui. On peut le prendre comme entretien. Ouais, sera sa limite après. ouais, il sera sa limite. Est-il possible d'augmenter sa puissance tout en perdant du poids avant une compétition? Si la perte de poids est réalisée correctement, pas par des stratégies, je dirais, poussées à l'extrême, oui, on peut après développer sa puissance. Donc, là, on parle vraiment, il faut avoir un cycle suffisant pour pouvoir la développer et comment la développer, jouer sur quels paramètres. Mais Ouais, oui, normalement, au moment où on perd du poids pour une compétition, on est plus dans un maintien, non, de puissance. ben, ça dépend. Ça dépend si on parle sur un affûtage très court ou si, comme nous, avec Thomas, par exemple, on a eu une grosse période où on a pu passer de 105 kilos à 91 kilos et on est passé en effet de 91 kilos, mais également en améliorant ton profil force-vitesse, donc enfin, ta puissance. Donc, pour répondre à cette question, oui, on peut perdre du poids et augmenter sa puissance. Nous, c'est ce qu'on a fait. Après, ça dépend de la durée. C'est-à-dire que si on parle une semaine ou quelque chose comme ça, tu peux perdre du poids et maintenir un certain niveau de puissance. Okay. Ensuite, Ro MS, quel exercice conseilles-tu en parallèle d'une pratique de grappling? C'est un peu vaste comme question, mais
Alors, Je suppose. ouais, alors on parlait du grappling pour répondre une réponse, tout ce qui est functional training. Donc, éviter tout ce qui est la musculation isolée que l'on peut connaître avec un tirage d'eau à la poulie, tout ça. Je te conseillerais vraiment de regarder tout ce qui est tirage horizontal, les squats complets, les soulevés de terre, tout ce qui est travail avec kettlebell, travail de gainage avec des appareils comme le TRX, les Swiss Ball, et de travailler ta mobilité. Ouais, après, moi côté combattant hors prépa, on va dire, spécifique, moi, je conseille que quand on fait une discipline comme le grappling, il y a plein de choses autour qui gravitent qui peuvent être intéressantes. Par exemple, moi, cette année, parce que je commence à être âgé, qu'il y a aussi la tendance un peu beaucoup de gens, mais le travail peut-être du yoga, de la respiration, de l'apnée. En fait, ce que je veux dire, tout ce qui peut être complémentaire en dehors en parallèle de ta pratique de grappling, il y a plein de choses, hein. La respiration est très importante dans le grappling. La mobilité, voilà, sur le côté prépa, comme tu disais. Ensuite, peut-être le yoga. Si tu amènes à faire de la compétition, peut-être des choses en parallèle qui amènent à gérer le stress ou n'importe quoi. En fait, moi, je donnerais un conseil que si c'est pour t'améliorer ton grappling, regarde tout ce qui gravite autour et qui peut t'améliorer, autre que juste transpirer combat. Donc, il y a le côté prépa, yoga, zen. Euh, voilà, il peut même y avoir des activités rien que pour te détendre complètement. Il y en a parfois, ils font un cinéma ou un film juste avant pour se détendre. Voilà, ça dépend un peu de ta recherche. Moi, je sais que par exemple, un truc qui m'intéresse de plus en plus, mais que je ne fais pas vraiment, ce serait le travail sur la respiration. Je ne le fais pas encore vraiment, mais c'est un truc que je ferai moi en parallèle. Après, comment construire une séance de prépa physique? Ça revient un peu à la question de tout à l'heure, un peu, mais c'est V. Buzaer qui demande comment construire une séance de prépa physique. Donc, on l'a construit en fonction des objectifs. Donc, quel est l'objectif du jour ou du cycle? Et à partir de là, quels sont les exercices que je vais choisir? Et ensuite, le nombre de répétitions, le nombre de séries qui va correspondre à l'objectif, si c'est un objectif de puissance. Donc, quels exercices je vais choisir pour mon athlète pour répondre à l'amélioration de sa puissance, associer donc la charge et ensuite l'intensité de la séance. Après, nous, on a une méthodologie où généralement, donc, pour faire simple, on a une première travail qui est une activation via rouleau d'automassage, balle d'automassage, avec un travail de mobilité articulaire. Derrière, on procède à ce qu'on appelle une activation musculaire, où à l'intérieur, on va retrouver un travail également de gainage. Ensuite, généralement, sur la construction d'une séance, on place trois gros exercices functional training où on pourra retrouver du soulevé de terre, du squat, du tirage horizontal. Et sur ces trois exercices, ils sont calibrés en fonction de notre objectif du jour. Si c'était par exemple la force, ben, on travaillerait sur la force sur ces trois mouvements. Je mets souvent un mouvement unilatéral, donc tirage un bras ou squat une jambe, etc. Derrière, il peut y avoir un travail de cardiovasculaire. Et ensuite, on termine par du travail correctionnel ou spécifique à l'activité. Donc souvent, on retrouve encore une fois du gainage spécifique. On peut retrouver du travail de grippe pour un sport comme le grappling. On peut retrouver du travail spécifique autour de la nuque. Et souvent, on termine par un travail de retour au calme qui consiste à retrouver un peu la mobilité initiale. Donc, voilà comment je construis une séance. Ok. Question d'Olivier. En période sans BJJ, quel programme en préparation physique, quelle répartition entre la PPG et l'exercice spécifique, un travail par période ou mélange d'exercices spécifiques avec la PPG? Je n'ai pas bien compris sa question, mais en gros, tu as compris, c'est comment combiner une période en fait PPG avec des exercices spécifiques? Ouais. Donc, je suppose que c'est au sein d'une même séance. Donc, au sein d'une même séance, ce qui peut très bien marcher, c'est de faire un exercice athlétique suivi de tout de suite un exercice technique. C'est ce qu'on avait mis parfois avec Thomas, où par exemple, on avait un travail pliométrique via des sauts de haie, et juste derrière, il avait un travail de drills avec Teva. Donc, je ne sais pas si c'est ça la question. Ouais, je l'ai pas bien compris, je t'avoue. Je pense qu'il y a un peu l'histoire du confinement en ce moment, hein, parce qu'il dit en cette période sans JJB, Ah, donc d'accord. pendant cette période, quel programme en préparation physique?
quelle répartition entre la PPG et l'exercice spécifique? Un travail par période ou un mélange d'exercices spécifiques avec PPG? En fait, en ce moment, il te demande est-ce qu'il fait un mélange ou est-ce qu'il fait des périodes, je pense. Par exemple, il fait une semaine de prépa, une semaine de JJB. Ouais, ou est-ce qu'il mixe ou qu'est-ce que Ouais, tu lui conseillerais? je conseillerais le mix marche très bien, c'est-à-dire que si quelqu'un a la chance d'avoir un mannequin chez lui, il peut enchaîner voilà, un travail athlétique avec derrière un travail spécifique. Ça peut être ouais, par exemple un développé couché au sol avec halter, en position spécifique JJB avec un bassin contracté. Et juste derrière, il prend le mannequin et il part sur un exercice spécifique. Ça marche très bien. Okay. En forme de circuit training? Ouais, Ouais. sous forme de circuit training ou en individualisé, travail sous forme de biceps, un exercice athlétique et tout de suite après un drills. Ouais. Okay. Moi, je l'ai fait pas mal ça, pendant certaines années. Quand j'ai été une partie longtemps tout seul, parfois je le faisais quand je ne savais pas trop quoi faire. Je faisais voilà, un exercice suivi on va dire, j'essayais de transférer sur un mouvement. Ouais. Ouais. Après, il y a eu 2-3 questions qui me sont adressées. Du fait d'avoir tes compétitions toute l'année, t'entraînes-tu par cycle ou de la même manière toute l'année? En fait, moi, ma partie à moi, elle est, on va dire, une grosse partie toujours de la même manière. Et j'accentue, j'ai été quelqu'un qui s'est toujours beaucoup entraîné. Et on va dire, après les 3-4 dernières années, 5 dernières années, quand j'ai eu la séparation avec la mère de mon fils, quand mon fils est parti à Paris, ça a un peu cassé ma dynamique des 10-15 ans d'avant. Et donc après, j'ai dû réadapter, mais j'ai toujours la même manière, en fait, quasiment toute l'année. C'est-à-dire un peu trop, je rentrais dedans. En fait, moi, il fallait toujours que je me sente que je puisse combattre, toujours fort. Et au dernier moment, on va dire les 5-6 dernières semaines avant un tournoi, avant je faisais que des un coup du jour ou deux à l'année, on va dire un mois ou deux avant, je rentrais là des sprawls, des exercices spécifiques pour faire monter le cœur. Mais sinon, j'avais toujours la même manière de combattre, c'est-à-dire je faisais des sparring, il y a des jours je faisais des thèmes, il y a des jours je faisais des jeux éducatifs. C'était vraiment au feeling, mais en fait en soi j'avais toujours la même manière. Et dès que j'avais un tournoi, 2 mois avant, je commence à faire peut-être des trucs que je ne faisais pas dans l'année. Des footings, les sprawls, un sécu training, un truc comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais sinon, je maintenais tout le temps les combats, les thèmes, les sparring, les thèmes, les combats, les sparring. Je ne fais pas beaucoup de techniques, pas beaucoup, parce que ça, j'ai fait première année, après j'ai arrêté. J'avais mes points forts. Je combattais beaucoup instinctif, donc des situations mises à thème. Et 2 mois avant, j'attaquais vraiment, on va dire, j'avais 2 séances de prépa sur lesquelles je savais que je montais en puissance. Après, la question qu'on m'avait posée, c'était hors période de confinement, t'entraînes-tu combien de fois tu t'entraînes par semaine en moyenne? Ben, quand j'étais jeune, j'étais toujours au-delà, au moins entre plus de 10 séances, franchement, minimum. Même voire parfois jusqu'à 16 par semaine, c'était même plus. Mais on va dire j'étais toujours entre 11, 12, 13 séances par semaine avant, quand j'étais plus jeune. Maintenant, aujourd'hui, je fais une séance de qualité. Quoi qu'il arrive, je décide de faire quelque chose, faire une bien, et la deuxième, je la fais si j'ai envie. Ça veut dire que ce soit physique, technique, combat, prépa, n'importe. Euh, je fais d'abord un truc aujourd'hui qu'on me dit qu'il faut que je fasse, ou moi en combat que aujourd'hui j'ai repéré que je dois travailler ça, et après la deuxième séance, pas obligatoire. Donc aujourd'hui, je veux dire, je suis quasiment peut-être à la moitié du volume, c'est-à-dire que euh, actuellement, bon là, dans le confinement, je fais 2 séances par jour. Mais si je fais qu'une séance par jour, ça ne me frustre pas aujourd'hui. Vu mon âge, vu mon expérience, vu mon jeu fait. Voilà. Et après, moi, je me retourne vers mon préparateur physique. Et là, je dirais, lui, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais moi, quand j'étais seul autonome, j'étais tout le temps 2 fois par jour minimum. Et à la fin, avec l'âge et tout, 1 fois par jour de bonne qualité. Après, je pense au niveau du combat, il n'y a pas besoin de s'entraîner beaucoup. Une fois que tu as ton jeu, c'est des réglages en fait. Et quand on règle, on n'a pas besoin de faire des heures et des heures d'entraînement. Question d'après. De Kamel Bushido, comment doivent se répartir les trainings entre la technique, les sparring et les drills? Bah, tu peux faire comme planifier, tu peux t'inspirer d'une préparation d'un préparateur, c'est-à-dire de bien faire les choses, faire attention à la quantification, à la répartition et tout ça. Mais après le combat, il y a une partie un peu
chose que, par exemple, moi, je me suis tenu à la lettre avec tout ce que tu disais, Baptiste, tout ce que tu me disais de faire, je le faisais. Après le combat, il faut garder cette envie, en fait, un petit peu de. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, il ne faut pas que tu le subisses, le côté combat, en fait. Hein. Le côté, si tu as envie de faire des drills, fais-les. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave. Dans le sens où c'est pas une séance de drills qui va faire que tu n'es pas un bon combattant quand tu as des années de pratique. Donc, moi, je me disais, la préparation physique, par exemple, je m'y tenais. Mais le reste, c'était ma partie de liberté, si j'étais en forme ou pas en forme, et à l'envie, en fait. Parce que déjà, il faut enquiller une prépa. Et quand tu vas combattre, l'élément qui va faire aussi la différence sur un tapis, c'est l'envie. Hein. Même quand on est prêt, si on montre au tapis qu'on n'a pas envie, tout peut s'effacer. Donc, attention à vouloir trop faire de choses, trop carré. Je vais faire ma technique, je vais faire mes sparring, je vais faire mes drills et tout ça. Et à un moment, avoir fait peut-être un peu trop ou envie d'avoir tout fait bien réparti et en fait de plus avoir l'envie. Donc moi, j'ai des cycles, en fait. J'ai des périodes où je fais beaucoup de sparring et des périodes où j'en fais plus du tout. Il y a des périodes où je fais de la technique un peu, il y a des périodes où j'en fais pas. Les drills, j'en fais jamais, mais si j'ai envie d'en faire, j'en fais. Sur ça, je pense que je laisse un peu mon instinct savoir ce qu'il a besoin de peaufiner. C'est pour moi dans la partie combat. Hein. Je suis un combattant, tu sais te battre. Après, tu essaies d'améliorer des détails. C'est complètement différent pour moi d'une préparation physique sur laquelle tu as des repères et tout ça. Le combattant, quand on combat, on n'a pas de repères en soi vraiment parce que tu sais que quelque chose qui se passe dans la tête, un mental, tu renverses tout. Alors que si tu es encrassé, si tu n'as pas de fatigue, si tu as coupé ton poids, que tu es mort, tu es mort. Si tu n'as pas fait tes 4 drills, c'est pas pour ça qu'au jour du combat, tu vois, tu vas pas être bon. Je pense qu'on reviendra sur, tu vas jouer sur tes points forts et voilà. Maintenant, fais quelque chose d'équilibré. Si tu as besoin de réaccentuer quelque chose parce que tu le sens, mets cette partie de feeling, en tout cas sur la partie technique, sparring et drills, fais au feeling, écoute ton corps. Et par contre, moi, ce que je conseillerais, être plutôt méthodologique et être carré sur la préparation physique et ce cadre-là. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. Après, j'ai pas fait forcément beaucoup de techniques, beaucoup de sparring, beaucoup de drills cette année, mais contrairement, tout le contraire. Hein. Et c'est peut-être l'année où j'ai perfait le plus. Donc, si j'explique ça, c'est peut-être, c'est pas grave s'il y a quelques séances de combat qui sont pas présentes. Maintenant, moi, j'ai des années d'expérience, ce qui est différent de quelqu'un au début. Quelqu'un au début, je dirais de bien planifier quelque chose, comme une préparation physique, même d'en parler avec son préparateur, qui veut lui dire ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qu'il faut développer, comme tu as dit tout à l'heure, faire attention aux points faibles, de un peu les améliorer. Moi, je ne dissocierai pas d'une prépa physique sur ça. Et après, dès qu'on a un gros niveau, développer avoir surtout l'envie pour qui peut rééquilibrer tout le reste en fait. Si tu as manqué un peu de technique, un peu de sparring les derniers mois, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Faut savoir que cette année, j'ai fait tous les combats, j'ai quasiment pas eu de sparring. Donc ça n'a pas été grave. Par contre, je me suis senti bien parce qu'il a fait tout un travail sur ça. Et j'ai une autre question d'ailleurs je sais plus où elle était. Tu réponds, Thomas? Chercher un ouais. chargeur. Je te laisse répondre à la prochaine question. Je vais chercher un chargeur pour mon portable. Ouais. À tout de suite. Donc la question que j'ai eue après, justement, c'était que tu comprends. J'ai vu que vous disiez que vous avez fini par comprendre que vous êtes plus performant lorsque vous faites plus de prépa et moins d'entraînement technique. Ça, c'était Raymond de la Belgique qui m'écrivait ça. Et oui, parce que c'est très important, c'est que cette chose-là, mais après, voilà, prendre en contexte avec mon expérience, en fait. C'est vrai que oui, je me suis aperçu en grappling, en lutte à livrer, sans kimono. C'est vrai que je me suis aperçu que la prépa physique est peut-être beaucoup plus importante que la technique. Alors, ça va choquer certains, mais comme on n'a pas de kimono, on n'est pas saisi, on n'est pas là, le jeu dans le jeu. Là où, de suite, si on est le jeu dans le jeu, c'est des détails techniques qui peuvent nous perdre. Comme moi, je suis à distance et que j'essaie de pesquer la tête ou les prises de dos ou les trucs comme ça, c'est vrai que je dis, il faut plus avoir de préparation physique que de technique de combat. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait mes années où j'ai déjà appris ce que je devais apprendre en technique. Et au bout d'un moment, aujourd'hui, il faut prendre du recul en fait et prendre du recul sur sa discipline et sa propre pratique dans le sens où mon sport, contrairement au JJB, mon sport est quelque chose qui est, ce que je dis souvent, c'est les dynamiques de mouvement. Et on le voit de suite. Donc, du coup, c'est des techniques assez simples qui marchent, guillotine, clé de cheville ou tout comme ça. Donc, mais c'est surtout les dynamiques de mouvement qui sont très importantes
plus que les techniques dans les techniques. Donc oui, pour répondre à cette question, je me suis aperçu cette année que j'ai été meilleur dès que je faisais plus de prépa physique que de la technique de combat ou même trop de combat. Je me suis même aperçu que si je rentre trop dans le combat, je deviens moins performant. On le voyait au test avec Baptiste. Je commence à m'épuiser parce que je rentrais trop dedans, trop d'énergie, trop de combativité. C'est pas pour ça que j'étais le plus explosif, que j'étais le plus réactif, que j'étais le plus rapide, que j'étais le plus puissant. Parce que justement, je commençais à trop rentrer dans des choses en m'en étouffer. Et en plus, c'est pas pour ça que j'étais meilleur techniquement. Moi, mon style de jeu est à distance, dynamique, pesquer la tête. Donc, plus de prépa physique pour être frais, réactif. Je faisais beaucoup de jeux éducatifs quand j'étais avec Teva, des touchés de jambes. Mais vraiment, on se préparait, c'était toucher de genoux, toucher de pied en bas de chez moi. Et après, on allait à la SPC pour faire la prépa physique. On faisait rien d'autre. Toucher de pied, toucher, hop, et attraper la tête. Hop, attraper la tête, hop, toucher de pied. C'était que ça, en fait, et pas plus. Tout le reste, moi, je l'ai déjà développé depuis des années. Si je suis en situation compliquée, je sais quoi faire. Mais si par contre je ne me sentais pas prêt, comme c'est un sport qui est basé sur les dynamiques de mouvement, ben, je ne suis pas bon en fait. Et moi, je dirais même à l'inverse, contrairement au JJB. Hein. Si tu n'es pas bon en dynamique de mouvement, réactif, distant, explosif et tout ça, ben, du coup, tu te retrouves pris, attrapé, collé. Donc là, du coup, qu'est-ce qui va te sauver? Les techniques en fait, quand tu commences à te faire étouffer. Mais si tu es dynamique, quand on regarde par exemple un Georges Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui gère les distances, qui gère les timings, qui gère la bonne action au bon moment et pas au bon moment. Tu vois, et bien ce mec-là, ça a été le synonyme d'un athlète en fait. C'est un des premiers mecs qui a amené le côté vrai athlète dans le MMA. Pourquoi? Parce qu'il avait la notion de la distance. Moi, ce que je veux dire, la dynamique de mouvement. Et en Nogi, pour moi, j'ai cette approche-là, plus lutteur, tout ça, que le jeu dans le jeu comme le JJB, parce qu'il y a le kimono. Donc, oui, en Nogi et pas en JJB, moi je dirais que plus d'entraînement, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, hein, techniquement, qu'on a quelques années, oui, beaucoup de prépa, mais attention, des jeux réactifs, des jeux de dynamique, des jeux de puissance, des jeux de, tu vois, vraiment sur les départs d'action. Et ensuite, après, ben, tu punis sur la guillotine, sur les prises de dos, sur les choses simples et efficaces. Donc, moi, ça m'a fait bizarre, mais aujourd'hui, je le dis, les prochains combats, je sais que ce sera plus important d'être frais et prêt physiquement que techniquement. Donc voilà, ça c'était pour la question de Raymond. Bah, après, on a fait un peu le tour de mon côté. Tu avais une question ou deux de plus? Je regarde tout de suite ce Alors, que... on avait répondu un peu à tout. Ouais, je pense. Euh, hop. Ouais, je pense que oui, oui. Ouais. On a fait le Après, tour? ouais, après, il y avait une question spécifique. On m'a envoyé quels exos pour les trapèzes pour un combattant. Donc, on fait je prends rarement une musculation isolée pour les trapèzes. Généralement, pour le combattant, donc on travaille un exercice, par exemple, qui est la marche du fermier, avec des haltères lourdes dans les mains et puis marcher sur une certaine distance. Sinon, le renforcement des trapèzes se fait au travers des différents exercices que l'on sollicite, comme un développé nuque un bras, un développé olympique, du travail de gainage nuque, voilà. Mais on ne fait pas de musculation isolée avec un shrug avec haussement d'épaule. Okay. Et après, sinon, je pense que l'on a répondu à tout. Oui. Ouais, bah, c'est pas mal, Jean. Il faut dire pas mal. Ben voilà, on a fait un peu le tour de toutes les questions qu'on nous a posées. Merci en tout cas de toutes les questions des gens qui ont envoyé les questions. On espère vous avoir répondu le mieux possible. Moi, je tenais de mon côté à faire ce podcast avec Baptiste Hamid qui m'a accompagné toute la saison et avec au bout un très gros résultat. Je ne l'ai pas bien présenté au début, je pense que beaucoup de gens le savent, mais voilà, ça a été numéro 1 dans la meilleure fédération de jiu-jitsu brésilien en Nogi, Black Belt adulte. J'ai 40 ans, 23 tournois en 7 mois, 31 victoires sur 32 matchs, premier européen à avoir gagné les PAN, premier, et je crois le seul peut-être aujourd'hui, premier européen à faire 2 fois champion d'Europe. Et alors, il y a très peu d'Européens qui gagnent l'Europe en Nogi. Donc voilà, moi je tenais à le mettre en avant, ce côté préparation physique qui m'a amené une différence, à me canaliser en fait. Donc merci Baptiste en tout cas pour toute la saison et l'objectif est d'avoir cru en moi et j'espère t'avoir renvoyé l'ascenseur par mon travail.
Et j'espère que ça intéressera le tout public à venir peut-être te poser des questions à toi ou même la discipline en général, des préparateurs physiques dans sa ville, dans son club, chacun. Moi, vraiment, j'insiste sur ce podcast et si je dois dire quelque chose, n'hésitez pas en tout cas à se professionnaliser en dehors de la pure discipline technique. Dès que vous voulez voir des projets un peu plus costauds, donnez-vous les moyens, donnez-vous un staff, donnez-vous quelqu'un et essayez de trouver un équilibre. C'est ça entre le combat et tout ce qu'on vous conseille. Et voilà ce que je pourrais conseiller aux gens. Merci en tout cas, Baptiste. Merci à toi, merci pour vos questions, merci pour ta confiance et un grand merci pour avoir mis en avant en effet ma passion et la préparation physique. Et donc, je pense un merci pour tous les préparateurs physiques qui sont passionnés des sports de combat et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir encadrer des combattants comme toi. Donc, c'était très sympa. Bon, on sort du confinement et on repart sur un projet. Exactement, avec plaisir. Ouais, merci beaucoup et à la prochaine tout le monde. Merci, à bientôt.